Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter le chapitre sur la santé numéro 1. Première partie, ça concerne les signaux périodiques. Un signal périodique est un signal dont une partie se répète à l'identique au cours du temps. On représente très souvent ces signaux avec un graphique pour lequel on a toujours en abscisse le temps et en ordonnée la tension. L'objectif de tous ces exercices est de retrouver d'une part la période du signal et ensuite sa fréquence. Prenons l'exemple de l'exercice 18. L'étape 1 consiste à repérer le motif élémentaire. On peut aller d'un maximum ici à un autre maximum. Donc voilà un motif élémentaire. On repère ensuite qu'entre deux maximums, on a pile deux carreaux. Et après, en lisant le texte, on cherche l'échelle. On nous dit sensibilité verticale, la tension, donc c'est en l'ordonnée, on s'en fiche. Sensibilité horizontale, 0,5 millisecondes par division, ça veut dire que pour chaque carreau, il s'écoule un temps de 0,5 millisecondes. Le motif faut plutôt une largeur de 2 carreaux. Au niveau du temps, ça fait 2 fois 0,5 millisecondes. Donc on a bien t égale 1 milliseconde. Après, si on calcule la fréquence, ça vous fait f égale à 1 sur t. On convertit bien la période qui est en millisecondes en secondes. Et on a 1 fois 10 puissance 3 Hertz. Alors, je vous rappelle, milliseconde millième. Donc pensez à 10 moins 3. J'aurais pu aussi écrire 0,001. Deuxième cas, un électrocardiogramme. Donc pour le deuxième ECG, le B, on peut voir que le motif élémentaire se répète à l'identique. C'est bien signal périodique, contrairement au A où il y a un problème au niveau du cœur. Donc étape 1, on peut repérer de nouveau le motif élémentaire. Par exemple, de ce pic-là jusqu'à l'autre pic. Voilà, motif élémentaire. Maintenant, toujours le même objectif, on recherche la période du signal, donc la durée du motif élémentaire. Étape 1, ça peut être, après avoir repéré le motif, ça peut être repérer l'échelle. Je vois que 1, 2, 3, 4, 5 petits carreaux ou un grand carreau qu'on appelle aussi une division correspond à 0,30 secondes. Si je calcule le nombre de carreaux entre mes deux pics, je vais en trouver 15 ou 3 grands carreaux. Donc si je dis que pour mon motif j'ai 3 grands carreaux et que chaque grand carreau correspond à 0,30 secondes, la durée des motifs c'est bien 3 fois 0,30. Et je trouve 0,90 secondes. Donc il faut bien repérer l'échelle donnée sur le document et le nombre de carreaux ici, qu'ils soient grands ou petits, correspondant à la durée du motif élémentaire. Pour ce type de résultat, on peut regarder si c'est cohérent ou pas. Pour un battement cardiaque, 0,90 secondes, c'est cohérent. Ensuite, même technique, la fréquence est 1 sur t, t déjà en secondes, donc 1,1 Hz, ce qui veut dire que par seconde, on a 1,1 pulsations. On peut, pour calculer le pouls, multiplier la fréquence par 60 pour avoir le nombre de pulsations par minute. Ou alors, on peut faire un produit en croix. Une pulsation dure 0,90 secondes. Combien de pulsations? 60 secondes. Produit en croix, 60 fois 1 divisé par 0,90, on trouve 66. Donc voilà comment exploiter ce type de document. Dernier cas de ce type, et pas le plus facile. Vous avez un document où on retrouve encore un signal périodique, la tension en ordonnée, le temps en abscisse. Par contre,
Nulle part n'est mentionné l'échelle. En plus, lorsqu'on regarde sur le document, la lecture, si je prends ce pic-là et le suivant, donc la lecture directe est hasardeuse, voire impossible. Donc, on se doit de trouver l'échelle du document et après, par un produit en croix, de trouver la période. Comment trouve-t-on l'échelle? Vous avez l'axe des abscisses qui vous indique le temps. Au maximum, j'ai 7 millisecondes, ce que j'ai marqué ici pour l'échelle. Je mesure à la règle combien ça fait 7 millisecondes. Je trouve 11,9 cm. Ensuite, pour un motif, je pourrais prendre ça comme distance, mais c'est petit, et plus c'est petit, moins c'est précis. Donc j'en prends pas 1, j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7 motifs, j'ai 12 cm. 7 motifs, la durée de 7 motifs, c'est 7 périodes. Donc voilà pourquoi je mets 7t ici. Ensuite, ma produit en croix, 7t est égal à 12 fois 7 divisé par 11, 9. Et après on divise par 7. Et je trouve 1 milliseconde. Ce qui ne m'empêche pas de vérifier si c'est cohérent par rapport au schéma. Donc on voit que ça dure à peu près, si on part d'un 0 ici, d'un 0 là, à peu près 1 milliseconde. Donc mon calcul ici il est cohérent. Et après, on recommence. F égale 1 sur t, je convertis t en secondes, et puis on obtient 10 puissance 3 Hertz. En physique, il existe aussi la notion d'onde, et le lien avec cette partie qu'il y a ici, par exemple, c'est que les ondes sont périodiques. Sur ce graphique-là, on a l'enregistrement d'une onde sonore, qui montre bien qu'une note de musique, par exemple, est un signal périodique. Les ondes sonores, on a vu en TP comment mesurer leur vitesse. Alors je rappelle le principe, on avait fait clap avec le micro. Le micro 1 recevait le son à l'instant 0. Le micro 2 recevait ce son en retard. Et avec le réticule, on pouvait donc mesurer le retard avec un mètre ruban, la distance entre les micros, et V égale à D sur delta T. Alors juste delta T, c'est la durée. T temps, delta variation. Donc la variation du temps entre deux instants, c'est bien une durée. Si on n'a pas d'ordinateur, qu'on n'a pas de réticule, et qu'on a juste un simple papier, on peut encore faire un produit en croix. Comment ça marche? Je cherche l'échelle du document, par exemple 12,5 millisecondes, pour mesurer à la règle 14,2 cm. À la règle, je mesure delta t, 12,4 cm, et par un produit en croix, je peux retrouver aussi assez précisément, et non pas par lecture directe où l'on voit pas grand chose, je peux mesurer précisément le retard. Je vous rappelle que dans votre cours, vous devez savoir que la vitesse du son vaut environ 340 mètres par seconde, donc c'est bien d'avoir en tête un ordre de grandeur, qu'il existe 3 domaines au niveau du son, les infrasons, entre 0 et 20 Hz, les sons audibles, entre 20 Hz et 20 000 Hz, et au-dessus de 1000 Hz, on a les ultrasons. Les ondes électromagnétiques sont caractérisées, elles, par deux grandeurs, leur longueur d'onde ou leur fréquence. Alors, plus la fréquence est élevée, 10 puissance 22, plus la longueur d'onde est courte, 10 moins 13. Pour les fréquences les plus élevées, on va retrouver les rayons gamma, avec une analyse médicale possible qui est la scintigraphie. Ensuite, 10 puissance 20 Hz et moins, on trouve les rayons X qui permettent de faire des radiographies. Ensuite, on trouve ici les ultraviolets
rayons qui sont émis notamment par les étoiles, donc le soleil. Après, si vous connaissez mieux le visible, donc qui va du violet au rouge, donc vers 10 puissance 15 Hz, on peut retenir en longueur d'onde entre environ 400 et 800 nanomètres. Les infrarouges, l'application c'est la télécommande, le fibroscope, la thermographie, toujours dans les infrarouges, c'est un domaine assez large. On arrive maintenant au micro-ondes, grâce auquel on peut faire des scanners. On retrouve bien sûr le four à micro-ondes. Les ondes Wi-Fi, les ondes du téléphone portable sont des micro-ondes. C'est pour ça que des fois on fait le lien entre ce qui se passe dans le micro-ondes et les ondes envoyées au cerveau. Et les ondes de plus faible fréquence ou de plus grande longueur d'onde sont les ondes radio. On retrouve la TNT, les ondes courtes, et puis plus connues, donc les ondes longues et ultra courtes, c'est aussi, j'ai oublié celle-là, la bande FM. Donc voilà, différents domaines d'ondes électromagnétiques ainsi que quelques applications, dont des applications médicales. Ces ondes ont des vitesses. La vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Traduction 300 000 km par seconde. Dans l'air, les ondes sonores se déplacent à 340 mètres par seconde. Cette vitesse, elle dépend de la température. Plus la température baisse, moins la vitesse est élevée. Par exemple, à 0 degré, ça passe à 330. Dans l'eau, la vitesse des ondes sonores est beaucoup plus élevée que dans l'air. Je rappelle aussi que les ondes sonores ou ultrasonores ont besoin d'un milieu matériel pour se propager, alors que la lumière se propage elle-même dans le vide. Une application des ultrasons, c'est l'échographie, application médicale toujours. On envoie des ondes ultrasonores dans le corps humain, et ces ondes sont émises par un récepteur, elles vont dans le milieu et sont en partie réfléchies. Par exemple ici, il se passe quoi? L'onde, il faut le temps qui arrive là, et elle est en partie réfléchie. Voilà ce qu'on voit ici. Ce qui fait que cette base de temps correspond au temps d'aller-retour de l'onde. Alors selon le milieu traversé, l'onde est soit en partie réfléchie, soit totalement transmise, aucune réflexion, soit en grande partie réfléchie, comme sur les os, etc. Ce qui permet de, lorsqu'on balaye ici l'ensemble de l'espace à explorer, on peut ainsi reconstituer une image. Alors déjà, là on voit que je fais une image en 2 dimensions. Maintenant, les médecins peuvent en reconstituer une en 3 dimensions. Donc voilà une application médicale des ondes ultrasonores par exemple. Une autre application des ultrasons, c'est le sonar. Un bateau équipé d'un émetteur à ultrasons. Donc cette onde va traverser l'eau. Elle va être réfléchie par le fond marin et revenir au bateau. Alors ce pic-là vous montre l'émission. Ce pic-là vous donne la réception. Vous avez en abscisse une base de temps, vous voyez, un calibre 50 millisecondes par division. On peut retrouver le temps que le signal fasse l'aller plus le retour.
Ce qui fait que si on a la vitesse et qu'on fait un calcul de distance, il ne faut pas oublier que cette distance correspond à l'aller-retour. Si on veut que l'aller, il faudra diviser tout ça par 2. On voit bien que si un bateau avance, l'écart de temps ou le retard de réception augmente. Pourquoi? Parce que le fond marin ici va être plus important. Ensuite, si un obstacle comme un banc de poissons se met au travers de ces ondes ultrasonores, on peut aussi repérer, grâce à ce temps d'aller-retour et connaissant la vitesse des ondes sonores, ultrasonores plutôt dans l'eau, on pourra retrouver la distance à laquelle se trouve le banc de poissons. Très pratique pour les pêcheurs. Pour préparer le contrôle, vous pouvez, pourquoi pas, faire le contrôle de l'an passé, ce devoir 1 ici, ou le devoir 3 des années précédentes. Vous pouvez bien sûr faire des exercices qu'on a pu traiter en classe, comme par exemple ceci. On peut pas tout refaire, mais en refaire quelques-uns bien sûr. Vous allez bien sûr relire votre feuille de cours, relire les TP qui ont été faits, et après on croise les doigts pour que tout se passe bien. Bon courage à vous.